Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandra Sapferi, avocat en droit du travail et fondatrice du site mesindemnités.com. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du calcul de l'allocation chômage avec Morgane, qui est expert à l'UNEDIC. Pour que les choses soient bien claires, les règles que Morgane va vous présenter aujourd'hui s'appliquent à tous les demandeurs d'emploi dont le contrat a été rompu après le 1er octobre 2021. Bonjour Morgane. Bonjour Alexandra. Alors je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet et que tu nous expliques qu'est-ce que c'est ce fameux SJR. Alors le SJR, c'est tout simplement un sigle qui est formé des initiales de salaire journalier de référence. Le salaire journalier de référence, c'est surtout un élément clé pour déterminer le montant de l'allocation d'assurance chômage. D'accord. Alors le SJR, c'est le salaire journalier moyen qui a été perçu par le salarié avant la fin de son contrat. Mais concrètement, on le calcule comment ? Alors, pour calculer le salaire journalier de référence, ce SJR, donc, il faut commencer par déterminer un salaire de référence que l'on va ensuite convertir pour obtenir le SJR. Pour calculer ce salaire de référence, il faut prendre l'ensemble des salaires perçus sur une période de 24 ou 36 mois précédant la perte d'emploi. Étant noté que par salaire brut, il faut entendre que l'on prend en compte le salaire de base mais également les primes. Par contre, on ne prendra pas en compte les indemnités de rupture du contrat de travail, comme par exemple l'indemnité de licenciement ou encore la prime de précarité. Attends, j'ai deux questions tout de suite. La première, c'est qu'est-ce que c'est que cette période de référence? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui fait basculer de 24 à 36 mois? Alors, la période de référence, c'est la période au cours de laquelle Pôle emploi va rechercher les salaires perçus par le salarié. Cette période de référence, elle est de 24 mois qui précède la fin de contrat de travail pour les demandeurs d'emploi âgés de moins de 53 ans et elle passe à 36 mois toujours précédant la fin de contrat de travail pour les demandeurs d'emploi âgés de 53 ans et plus. Alors j'ai encore une question concernant ce salaire de référence, c'est pour les salariés qui perçoivent des hauts revenus. Par exemple, quelqu'un qui perçoit 15 000 € par mois, est-ce qu'il y a une limite, un plafond? Alors oui, Pôle emploi ne prend en compte que les salaires qui sont soumis aux contributions d'assurance chômage, c'est-à-dire les salaires qui ne dépassent pas un certain plafond. Et en 2021, ce plafond, il est fixé à 13 721 €. Entendu. Donc, si je résume, pour calculer le SJR, il faut prendre l'ensemble des salaires qui ont été perçus au cours des 24 ou 36 mois qui précèdent la rupture du contrat de travail. Donc maintenant, on a le salaire de référence. Et comment est-ce qu'on passe au salaire journalier de référence ? Alors, pour calculer le salaire journalier de référence, il faut repartir de notre fameux salaire de référence et le diviser par le nombre de jours calendaires entre le premier jour du premier contrat de travail et le dernier jour du dernier contrat de travail identifié sur cette période. Concrètement, il faut, pour obtenir ce SJR, prendre le SR et le diviser par le nombre de jours de la durée d'indemnisation, c'est-à-dire de la durée pendant laquelle l'allocation d'assurance chômage va être perçue par le demandeur d'emploi, qui est une valeur en jours calendaires. Ok, temps mort. Là, je sens que tu es en train de nous dire quelque chose de vraiment très important et je ne suis pas sûre d'avoir tout suivi. Donc, je te propose de décortiquer. Donc, tu parles d'abord de jours calendaires. Est-ce que tu entends par là des jours travaillés et des jours non travaillés pendant cette période? C'est ça. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut à tout prix, c'est identifier la dernière fin de contrat de travail. Une fois cela fait, on va rechercher la période de référence de 24 ou de 36 mois qui précède cette dernière fin de contrat de travail. Ensuite, on va identifier le premier jour de travail et le dernier jour de travail sur cette période. Et entre ces deux dates, on va regarder deux choses. Un, les salaires qui ont été perçus entre ces deux dates. Et deux, le nombre de jours calendaires entre ces deux dates qui comprend bien des jours travaillés et des jours non travaillés. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'on va retirer certains jours néanmoins, qui sont des jours qui sont hors contrat de travail, mais qui correspondent quand même à de la maladie ou de la maternité. Donc concrètement, finalement, pour obtenir le salaire journalier de référence, on prend le salaire de référence et on le divise par un nombre de jours calendaires entre deux périodes de travail.
Alors du coup, j'en reviens encore à cette histoire de jours non travaillés. Comment ça se passe si pendant la période, le demandeur d'emploi a eu plus de périodes non travaillées que de périodes travaillées? Alors, il y a un plafonnement du nombre de jours non travaillés pris en compte. En fait, lorsque les périodes chômées d'intercontrat sont trop importantes, alors celles-ci ne sont prises en compte que dans la limite de 75% des périodes travaillées. Ok. Tu as parlé tout à l'heure de période de suspension de contrat. Tu as évoqué des arrêts maladie ou autres. Est-ce que ça a un impact sur le montant du SGR? Effectivement, en cas de suspension du contrat de travail, il y a soit une baisse de rémunération qui est versée par l'employeur, soit tout simplement une absence de rémunération. Dans ce cas-là, Pôle emploi va procéder à la reconstitution du salaire et finalement faire comme si le demandeur d'emploi avait perçu un salaire normal, ce qui finalement n'aura aucun impact sur le salaire journalier de référence. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'en fonction de la suspension du contrat de travail qui est en cause, il y a deux solutions. Soit Pôle emploi va reconstituer automatiquement le salaire sans qu'aucune démarche du demandeur d'emploi ne soit nécessaire. C'est le cas en cas d'arrêt de travail, de congé maladie, maternité, paternité. Dans d'autres cas, ce sera au demandeur d'emploi d'en faire explicitement la demande. C'est par exemple un congé pour création d'entreprise ou encore un temps partiel thérapeutique. Ok. Alors, pour ceux qui ont eu des périodes de suspension de contrat et qui voudraient savoir dans quel cas ils se trouvent, vous avez dans le descriptif de la vidéo un renvoi vers la fiche pratique UNEDIC qui récapitule les cas où il y a une reconstitution automatique du salaire par Pôle emploi et les cas où vous, demandeur d'emploi, devez faire des démarches. Alors, je pense que c'est clair pour le calcul du SGR et je pense que ce serait encore plus clair si tu avais la gentillesse de nous donner quelques cas concrets. Alors, d'abord, peut-être, en synthèse, il faut retenir que les modalités de détermination de l'allocation d'assurance chômage à partir du 1er octobre 2021 n'ont pas d'impact pour un demandeur d'emploi qui, au cours des 24 derniers mois, était en CDI. Par contre, pour un demandeur d'emploi qui a alterné des périodes d'emploi et des périodes de chômage au cours des 24 derniers mois, pour lui, les nouvelles modalités de détermination de l'allocation vont avoir un impact puisque pour calculer son salaire journalier de référence, on va regarder des périodes travaillées et des périodes non travaillées. Pour être encore plus clair peut-être, on peut essayer de prendre deux exemples. Prenons d'abord le cas d'Elias, il a 30 ans, il a lui été en CDI au cours des 24 derniers mois. Son SJR va tout simplement être égal à son salaire de référence divisé par 730 jours, donc par les 24 mois de la période de référence. Au contraire, Laura, elle a 25 ans, elle a alterné des périodes d'emploi et des périodes de chômage au cours des 24 derniers mois et considérons qu'elle a travaillé 20 mois au cours des 24 derniers mois, donc elle a 4 mois d'inactivité. Ces 4 mois d'inactivité sont inférieurs à 75% de ces périodes d'activité, donc le calcul, le plafond de 75%, on ne l'applique pas et on ne va pas en parler. On va essayer de calculer son SJR. Son SJR, il est égal à son salaire de référence, divisé lui aussi par 730 jours, donc par 24 mois, et non pas par 20 mois qui correspondent à son activité professionnelle. Pour peut-être juste terminer cet exemple, on peut imaginer aussi que Laura, elle a connu une période d'activité partielle au cours des 24 derniers mois. Cette période, elle a été moins rémunérée qu'habituellement. Pôle emploi, dans ce cas, va reconstituer automatiquement son salaire et faire comme si elle avait perçu un salaire normal. Et donc, cette période d'activité partielle, pour Laura, n'aura aucun impact. Ok. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on vérifie ensemble que j'ai bien compris. Donc, Laura, pendant cette période, elle a touché 3 000 € bruts par mois. Donc, je fais 3 000 € que je multiplie par ces 20 mois d'activité et donc j'arrive à 60 000 €. Et je divise ces 60 000 € par 730 jours qui correspondent donc aux 24 mois. Et ça me permet de déterminer un SJR que je calcule facilement de tête à 82,19 €. Est-ce que j'ai bon? C'est ça. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que Laura va percevoir son allocation également pendant 730 jours, soit pendant les 24 mois, et non pendant les 20 mois qui correspondent à l'exercice de ses activités professionnelles au cours des 24 derniers mois.
En fait, il faut retenir que pour calculer le salaire journalier de référence, mais également la durée d'indemnisation, qui est la durée pendant laquelle le demandeur d'emploi perçoit son allocation, on prend en compte les jours travaillés et les jours non travaillés. Merci Morgane pour ces explications. Mais dis-moi, pour lever un doute, le montant du SGR, c'est pas le montant de l'allocation chômage, hein? Oula, non, effectivement, tu fais bien de le souligner, le montant du SGR, ça n'est pas le montant de l'allocation d'assurance chômage. Le SGR, il va servir de base pour calculer l'allocation d'assurance chômage. En fait, il faut prendre le résultat le plus favorable entre deux opérations. 1, 40,4% du SGR plus 12,12 €. 2, 57% du SGR. Alors, si on reprend le cas de Laura qu'on a abordé juste avant, Laura, on a calculé de tête un SGR à 82,19 €. On va donc procéder aux deux opérations, 40,4% de 82,19 € plus 12,12 €, ce qui nous donne un total de 45,32 €. Et on fait une deuxième opération, 57% du SGR, ce qui nous donne un total de 46,85 €. La deuxième opération est donc plus favorable pour Laura. Pôle emploi lui versera une allocation d'assurance chômage journalière de 46,85 € et ça pendant les 24 prochains mois. Merci beaucoup Morgane, je crois qu'on a vraiment bien compris. J'ai une petite dernière question pour la route. Je crois me souvenir qu'il y avait dans le cadre des mesures d'urgence qui ont été prises pendant le confinement, il avait été prévu d'allonger la période de référence des périodes de confinement. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Oui, effectivement, la période de référence de 24 ou de 36 mois, donc, lorsqu'elle intègre soit la période du premier confinement, soit la période du second confinement, soit les deux périodes de confinement, elle va être allongée d'au maximum 11 mois, 3 mois pour le premier confinement, 9 mois pour le second confinement. Ce qui nous donne donc des périodes de référence qui passent de 24 à 35 mois pour les demandeurs d'emploi âgés de moins de 53 ans et qui passent de 36 à 47 mois au maximum, encore une fois, pour les demandeurs d'emploi âgés de 53 ans et plus. C'est donc au cours de ces périodes de référence allongées que Pôle emploi va rechercher les salaires pour permettre de déterminer un salaire de référence, de calculer le salaire journalier de référence et enfin de calculer l'allocation d'assurance chômage. Ok, merci beaucoup, merci 1000 fois pour toutes ces explications. On espère que cette vidéo vous a plu et que vous êtes maintenant incollable sur le calcul du SGR et le calcul de l'allocation chômage. Pour creuser ces sujets et les appliquer à votre cas en particulier, je vous conseille d'aller consulter les fiches pratiques et la documentation en général de l'UNEDIC qui est super bien faite. On vous a mis tout un tas de liens dans le descriptif de la vidéo. Je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo avec un autre expert de l'UNEDIC sur la dégressivité de l'allocation chômage. Si vous avez des questions sur cette vidéo ou si vous avez des thèmes ou des questions que vous voudriez qu'on aborde dans une autre vidéo, mettez-le nous en commentaire et on fera notre maximum pour y répondre. À très vite!